Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'école pratique, bienvenue au campus Condorcet pour cette sixième séance de ce cycle de séminaires, de conférences organisées par l'école pratique des hautes études PSL et l'Institut d'études avancées de Paris. Cycle absolument passionnant, dont c'est la sixième séance sur 9. Je vous salue tous et je vous remercie d'être venus. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est, à mon avis, aussi fascinant qu'important, qui est l'anticipation de la mort et de la fin de vie. De savoir ce qui reste, en fait, de vie, c'est quelque chose qui est fondamental. En fait, c'est ce qui donne le sel de la vie, finalement. Jusqu'ici, nous ne connaissons pas grand-chose de nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, et il se trouve que les choses sont en train de changer. Et c'est de cela que va nous parler Marie Gaille, que, comme d'habitude dans une petite chorégraphie, je laisse à Séverine le soin de présenter. Donc je vais être également assez bref pour laisser à notre intervenante le temps d'intervenir précisément. Mais d'abord, je remercie Marie Gaille d'avoir accepté l'invitation à participer à ce séminaire de bioéthique. Donc effectivement, c'est la sixième séance, je crois. Je remercie aussi Sadi d'être présent avec nous aujourd'hui. Marie Gaille est philosophe, elle est directrice de recherche au CNRS, elle est également directrice scientifique adjointe à l'INSHS et voilà, elle travaille depuis plusieurs années au carrefour de plusieurs disciplines. En fait, elle est philosophe, mais elle n'hésite pas également à aller puiser des sources de sa réflexion dans l'anthropologie, dans l'histoire, et elle travaille aussi précisément sur les croisements des relations entre médecine, sociologie, philosophie, histoire et anthropologie. En fait, elle traite aussi bien de la dimension corporelle de la vie humaine que également du rapport des êtres vivants à leur milieu. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles. Je ne citerai que peut-être que le dernier, Nature et environnement, c'est ça Santé et environnement, pardon, et un autre livre qui nous éloigne un petit peu de la mort, mais qui reste pour moi un très bel ouvrage qui s'appelle Le désir d'enfant et qui a été publié en 2011. Voilà, Marie, je te laisse peut-être si tu souhaites rajouter quelque chose, et sinon nous t'écoutons avec plaisir en laissant, après l'intervention de Marie Gaille, un temps pour vos remarques, interventions, etc. Marie, je te laisse la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Séverine, ainsi qu'à l'EPHE PSL pour cette invitation et à participer à ce cycle de conférences. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement resituer la présentation que je vais vous faire. Il y a maintenant plus de 10 ans, oui, effectivement, le temps passe. J'avais commencé à faire un travail de philosophie, mais aussi associé à des observations en milieu hospitalier sur un certain nombre d'aspects éthiques des décisions médicales. Les décisions médicales sont arrimées à toutes sortes de paramètres et de critères, mais il y a des dimensions éthiques sous-jacentes, plus ou moins explicitées. Et j'avais notamment travaillé sur les décisions de fin de vie ou de tout début de vie, en faisant le constat qu'un certain nombre d'éléments, de termes revenaient dans ces décisions, qu'on s'inscrive donc dans la toute fin de vie ou au contraire en anténatal ou en néonatal. Et notamment la question de la valeur de la vie. Et c'était à ce moment-là que, donc à l'occasion de ce travail, j'avais été amenée à lire un certain nombre et à entendre un certain nombre de témoignages, soit d'équipes cliniques, soit de patients, sur des demandes d'assistance en vue de mourir, que ce soit des demandes d'assistance active ou passive, peu importe, là n'était pas la question, et notamment dans des situations où les patients étaient considérés comme compétents pour se prononcer, étaient considérés cliniquement comme en fin de vie, et où donc ils avaient un rapport extrêmement rapproché à la perspective de leur mort. Bon. Cette réflexion m'a accompagnée au fil des années. En 2010, j'avais publié un ouvrage sur cette question qui s'appelle « La valeur de la vie ».
Et puis j'ai continué à travailler au fil du temps sur les valeurs en fait qui sont mobilisées dans les contextes cliniques et qui éventuellement circulent aussi jusqu'à la sphère juridique et au débat public, et notamment dans une perspective comparative avec une collègue qui travaille en Angleterre qui s'appelle Ruth Horn. Et il y a 3 ans de cela maintenant, j'ai été sollicitée par un biologiste qui s'appelle Michael Rera, qui est dans une unité CNRS de biologie du vieillissement, parce qu'il travaille, et je reviendrai un petit peu sur sa recherche, mais elle existe dans d'autres parties du monde à partir d'autres démarches en biologie, pour élaborer ce qu'il appelle des marqueurs de prédiction de survenue de la mort naturelle. Alors c'est une expression qui est très compliquée, mais depuis 3 ans, en fait, ça m'a amené à revenir vers la science biologique, donc qui est en train de se faire, hein, et qui effectivement, pour une partie de ses travaux dans le domaine du vieillissement, réfléchit à identifier des biomarqueurs qui permettraient d'une certaine manière d'anticiper, voire de prédire, c'est le terme qu'il emploie lui, je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais en tout cas la perspective de la mort dans une échelle de temps datable. Alors ça m'a amené à me replonger dans ces questions sous un angle complètement différent de celui que j'avais rencontré dans les services hospitaliers, où il n'était pas du tout question d'une prédiction, même si les cliniciens parlaient de la fin de vie. C'est quand même pas tout à fait la même chose, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je le ferai en 4 temps. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la question de la définition de la mort, qui est tout sauf quelque chose d'évident. Alors, je le ferai à partir, effectivement, d'outils empruntés à la philosophie, à l'histoire de la médecine. Il y a sans doute d'autres approches, mais je voudrais essayer, dans ce premier temps, de mettre en évidence la difficulté à définir ce qu'est la mort et l'importance encore très vive des débats actuels et la manière en fait dont ils s'orchestrent autour de cette définition. Ensuite, dans un deuxième temps, j'en viendrai à ce que peut signifier l'idée de prédiction de survenue de la mort. J'aurai pas la prétention de bien vous expliquer dans le détail les recherches en biologie, mais j'en dirai quand même un petit mot pour situer les choses et leur portée actuelle. Et j'essaierai ensuite de développer plus à fond cette idée de prédiction de la mort. Et je conclurai sur la manière dont, à mon sens, la philosophie est embarquée par cette question, comme pourraient l'être d'autres regards de sciences humaines et sociales, mais spécifiquement ici, je parlerai de la philosophie. Alors, dans un premier temps, donc, si on s'intéresse à cette idée de qu'est-ce que ça peut vouloir dire de prédire la mort? Déjà, passons un petit peu de temps sur ce que veut dire tout simplement ce terme de mort. J'ai repris ici une définition dans un petit recueil de philosophie qui est consacré au sujet, que je trouve extrêmement claire et bien faite. Une définition que vous voyez en 2 temps. D'une part, l'idée de mort renverrait à un phénomène naturel, empiriquement observable, biologiquement explicable, mais dont on peut aussi donner une description physiologique et médicale, historique, sociale, économique, démographique. Donc un phénomène naturel qui est appréhendé par plusieurs sciences et qui renvoie à l'existence corporelle de l'être humain, qui concerne aussi les autres organismes vivants et qui s'appelle chez l'homme décès. L'autre point important de définition est important parce que justement toutes les recherches dont je vais vous parler après en biologie du vieillissement sur cette idée d'une prédiction de la mort mettent un petit peu en cause cette dimension-là. L'autre point important de cette définition, c'est l'idée que la mort renvoie à un terme final, une cessation définitive et irrémédiable, nous dit Patrick Dupoué, quelque chose qui est de l'ordre de l'anéantissement, de la cessation d'être. Et là, il va effectivement évoquer des exemples d'emploi de cette idée de mort au sens figuré. On parle de langue morte, etc., pour aussi évoquer cet aspect de cessation, d'anéantissement et surtout de terme. Voilà. Alors, bon, on pourrait se dire qu'avec cette définition, on est très content et que finalement, les choses sont assez simples à appréhender. Mais en réalité, dès qu'on plonge dans l'histoire de la médecine, on se rend compte d'une forte évolution des conceptions de la mort et d'une constante interrogation sur la manière dont on peut non seulement l'appréhender, l'observer,
être certain qu'elle est advenue, et aussi la définir, et ce, dès le corpus hippocratique. Alors, je suis moins familière d'autres traditions de pensée médicale, mais en tout cas, celle qui a émergé à partir du corpus hippocratique et qui a été transmise à l'Europe ensuite, elle atteste de cette réflexion très tôt. Donc il y a cet effort pour différencier ce qu'on appelle la mort véritable de la mort apparente. Et on voit que ce couple, mort véritable, mort apparente, a varié en fait, en fonction des époques, des contextes technologiques, de l'état de la médecine. Et puis si on fait une coupe non pas chronologique, mais on se tient à un temps donné, on voit que selon les cultures, selon les corpus juridiques, les pratiques sociales, eh bien, il y a un certain nombre de discussions sur ce qu'est la mort et sur le moment où l'on peut déclarer que quelqu'un est mort. Notamment, effectivement, cette déclaration de mort varie d'un pays à l'autre. Vous avez une présentation et une discussion de ces aspects-là extrêmement clairs dans un petit livre de Laura Bossy sur les frontières de la mort. Voilà, et donc finalement, cette notion de mort n'est pas si facile à appréhender que cela. Aujourd'hui, en fait, c'est un objet relativement présent dans la réflexion en sciences humaines et sociales, et notamment sur l'histoire de la médecine. Par exemple, dans un ouvrage qui date de 2014, une collègue italienne, Maria Piadonato, a relaté l'enquête qu'avait suscité le pape Clément XI au début du XVIIIe siècle pour essayer de rendre compte des morts soudaines qui étaient survenues au cours de la guerre de succession en Espagne. Il s'agissait de procéder à des dissections anatomiques pour rendre compte de ces malamorces, et lui-même, effectivement, donc ce médecin du pape a publié un traité en 1707 qui constitue l'un des premiers textes d'enquête scientifique sur la mort. Selon cette collègue, en fait, à partir de ce moment-là, on aurait une attitude plus active dans le monde de la médecine à l'égard de la mort, notamment en vue de développer ce qu'on appelait à l'époque une médecine de la ressuscitation, qui va donner lieu aux premières tentatives et premières expérimentations qui nourriront après la médecine de réanimation. Et donc, elle parle ici là d'une volonté de conquérir la mort dans le champ médical. À cette époque, il est aussi très intéressant de noter qu'il y a un certain nombre d'interrogations, non pas nécessairement de thérapeutique ou en tout cas d'action médicale, mais aussi de l'ordre de la tentative de compréhension. Et un historien a récemment écrit, donc Anton Cernezzi, un ouvrage qui s'appelle « Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation » qu'il a publié il y a 2 ans, dans laquelle il évoque toutes ces discussions à l'échelle de l'Europe, à la fois pour décrire, comprendre et analyser ce phénomène, et où on retrouve un auteur philosophe, entre autres choses, tout à fait important, qui fait l'hypothèse que la mort est peut-être un processus et non pas un temps d'arrêt comme on l'envisage le plus communément, et qui va questionner donc la validité des signes de la mort. Alors, je vous ai parlé de ces quelques exemples passés, mais encore aujourd'hui, notamment en lien avec la question des greffes, on a des discussions importantes, et notre définition actuelle, d'ailleurs discutée sur la mort liée au coma irréversible, a été posée par la Harvard Medical School en 1968, dans la perspective, effectivement, éventuellement, de pouvoir prélever des organes et les greffer sur des personnes vivantes malades. Voilà, donc on en est quand même effectivement à un contexte encore de discussion extrêmement vive sur ce qu'est la mort, sur où poser la limite et que faire une fois qu'on a posé cette limite. Donc je dirais en fait que plus qu'une question résolue, la question de la définition de la mort demeure un problème et qu'on a affaire à une définition plurielle, variable et parfois arrimée à des finalités qu'on pourrait qualifier d'externes. Par exemple, la question de la greffe qui vient se surimposer avec la question de la définition de la mort et donc influencer les débats qu'on peut avoir à son sujet.
Alors c'est un petit peu donc avec en arrière-plan cette conscience que cette notion de mort n'est pas si aisée que cela à appréhender, que je voudrais essayer maintenant de rentrer dans la question de la prédiction de survenue de la mort, qui était donc venu me présenter ce chercheur en biologie. Alors la première chose peut-être que je voudrais dire pour entrer dans cette démarche qui est celle d'un certain nombre de biologistes dans le monde, c'est que l'idée de prédiction de survenue de la mort, si elle peut prendre à revers et être un peu même choquante, un peu surprenante de prime abord, c'est qu'en fait elle a déjà un sens, au moins dans les sciences démographiques et épidémiologiques au niveau populationnel. Aujourd'hui, et d'ailleurs n'importe qui, grâce à Internet, peut avoir accès aux tables de mortalité qui sont présentées dans la Human Mortality Database, qui réunit un certain nombre de savoirs en démographie et qui présente, dans la mesure où on peut remonter dans le temps, un certain nombre de données, toujours donc au niveau de la population, qui attestent donc d'une forme de modèle de modélisation de prédictibilité des décès. Alors ce qu'on constate, et vous le savez sans doute aujourd'hui, c'est que la force de la mortalité augmente avec l'âge, qu'on constate aussi une décélération de la mortalité aux grands âges, que ces dernières décennies, il y a eu un report dans les sociétés occidentales du processus de ces naissances, et que nous n'avons pas tous le même risque de mort à un âge donné. Voilà, à un niveau statistique, c'est quelque chose qui est aussi bien appréhendé. Donc cette idée d'une possibilité de prédire la mort, elle a un sens au niveau populationnel. En contexte médical, elle apparaît aussi, non pas nécessairement dans les échanges entre les cliniciens et les patients, mais certaines spécialités, je pense notamment à la cancérologie ou à la néphrologie, utilisent des outils de réflexion fondés sur des médianes, à nouveau statistiques, pour élaborer des pronostics. C'est évidemment pas le seul élément sur lequel les cliniciens vont se baser, mais ça fait partie de leur outillage et ils peuvent y recourir pour appréhender ou imaginer, se dire dans tant de temps, et on connaît nombre de situations éthiques dans lesquelles effectivement des membres d'une équipe clinique ont pu prononcer quelque chose qui a été vécu comme une sorte d'arrêt de mort par les patients. Vous en avez encore pour 3 mois, vous en avez encore pour 6 mois, etc. Bon, certains médecins maintenant sont très prudents et ne prononcent plus ce genre de paroles, mais voilà, il y a une appréhension effectivement en partie fondée sur ce type d'outils dans certaines spécialités. Voilà. Mais au niveau individuel, en revanche, c'est une idée qui est beaucoup moins familière. Et moi-même, j'ai mis effectivement un certain temps à pouvoir l'appréhender. Et d'ailleurs, je me suis tournée vers la fiction. Ce qui, je pense, est relativement significatif parce que je n'avais pas nécessairement une idée très claire de ce que ça pouvait vouloir dire. Alors je me suis dit, oui, finalement, prédire la survenue de la mort, peut-être de ma propre mort, est-ce que ça correspond à des situations vécues? Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un va prédire sa propre mort? Le kamikaze, on pourrait imaginer effectivement quelque chose de cet ordre. Celui qui est condamné à mort aussi. Ou la personne qui entend se suicider. Et effectivement, dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo ou dans La chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, vous avez 2 exemples littéraires de textes qui essayent de décrire en fait cette idée d'une mort prédictible, pas non seulement prévisible, mais effectivement prédictible, parce que voilà. Alors en 3e personne chez Gabriel Garcia Marquez et pour Le dernier jour d'un condamné de façon plus vécue. Alors, j'ai aussi trouvé un texte dont je voudrais vous lire un petit extrait parce que je l'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Je ne le connaissais pas en fait avant de m'engager dans ce travail. C'est une pièce de théâtre d'Elias Canetti qui s'appelle Les Sursitaires. Elias Canetti a imaginé en fait une société dans laquelle chacun porte en pendentif une petite capsule dans laquelle il y a la date de sa mort et plus personne ne porte un nom et un prénom, on porte tous dans cette société son âge en guise de dénomination. Et si on s'appelle 56, eh bien, ça veut dire qu'on va mourir à 56 ans, en fait. Et il y a dans cette pièce de théâtre un personnage qui va contester cet ordre social parce qu'il soupçonne en fait que c'est une façon de dominer
de la part des gouvernants la société, et qui finira par ouvrir la capsule et découvrir qu'elle est vide. Mais ce qui est... voilà. Non, mais même en vous disant la fin, ça reste extraordinaire. Voilà. Et en fait, donc, ce qui est particulièrement frappant, c'est les dialogues entre les personnages qui n'imaginent plus qu'une société puisse être autrement que ce qu'ils appréhendent. Donc je vais vous lire juste un extrait, j'espère que voilà, n'est pas le talent d'Isabelle Huppert, mais enfin. Voilà. Alors, en ce temps-là, tu crois cette légende ? Mais c'était vraiment comme ça, tu n'as qu'à consulter les récits des témoins oculaires. Parce que tu les as lus ? Bien sûr, c'est pour ça que je t'en parle. Et qu'est-ce qu'ils contiennent ? Ce que je viens de te dire, un homme sorti de chez lui pour aller acheter des cigarettes, il dit à sa femme « J'en ai pour 5 minutes, je reviens tout de suite ». Il franchit le seuil de la maison et voulut traverser, le tabac se trouvant en face. Soudain, une voiture déboucha du coin de la rue et le renversa. Il resta à terre, double fracture du crâne. Et alors ? Ensuite, on l'a transporté à l'hôpital et remis sur pied. Il est resté quelques semaines à l'hôpital ? Non, il est mort. Mort. C'était son instant. Non, justement, c'est là que ça coince. Je ne comprends pas. Tu veux dire que personne, absolument personne, n'avait idée de l'instant où il mourait ? C'est cela, personne. Dis-moi sérieusement, tu peux concevoir une chose pareille ? Pour être franc, non. C'est pourquoi ça m'intéresse tant. Mais personne ne l'aurait supporté. Quelle incertitude, quelle angoisse. Moi, je n'aurais pas été un instant en paix. Je n'aurais pas pu penser à autre chose. Comment donc vivaient ces gens ? C'était des sauvages avant, voilà, de pauvres diables. Et ils décrivent effectivement la connaissance de la date de sa mort comme un progrès historique pour l'humanité, donc jusqu'à ce que le personnage transgressif vienne introduire donc voilà, un avis un peu différent. Mais l'essentiel de la pièce, et c'est en cela que c'est intéressant, c'est que ça nous renvoie à notre propre mode de vie social, anthropologique, et sur le fait que nous ne connaissons pas la date de notre mort, et eux sont dans un monde imaginaire où ils ne considèrent même plus comme possible ou envisageable de pouvoir vivre autrement. Alors, effectivement, voilà, j'ai commencé à creuser cette idée sur le plan littéraire. Elias Canetti a été d'une grande aide, non seulement grâce à cette pièce de théâtre, mais aussi parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écrit, et il a poursuivi d'ailleurs cette écriture assez longuement, un ouvrage intitulé « Le livre contre la mort », qui a été traduit l'année dernière en français, qui est une série de petites réflexions, alors en contexte du Second conflit mondial, mais aussi au-delà, avec donc une idée clé, une sorte de détermination qu'il présente lui-même comme folle, qui est de écrire un livre contre la mort, en fait, des sortes de pensées vouées à défendre l'homme contre la mort, avec toute une analyse politique sur laquelle je ne reviendrai pas, mais aussi voilà, une analyse de la confrontation avec son propre destin de mortel et une volonté de trouver des moyens par la pensée. Bon, il renoue avec des tentatives philosophiques aussi, hein, pour donc extraire finalement l'homme de cette pensée de la mort. Alors, voilà, avec un petit peu cette première appréhension que l'idée d'une prédiction de la mort est compliquée à appréhender, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais en tout cas qu'elle va qu'elle est un peu contre-intuitive et un peu choquante. Je me suis donc réapprochée de ces recherches en biologie du vieillissement pour essayer de voir exactement ce que ces chercheurs entendaient, et notamment donc Michael Rera, mais pas seulement. Alors, en fait, en biologie du vieillissement, de manière très générale, on a longtemps considéré que le vieillissement et la mort étaient des phénomènes naturels, et ça a été longtemps des objets sur lesquels les biologistes ne se sont pas du tout penchés. En fait, c'était pas vraiment au centre des préoccupations. C'est à la fin du 19e siècle qu'une première théorie du vieillissement est vraiment constituée. Donc, quand on y pense, c'est quand même relativement récent, et pas spécialement chez les êtres humains, chez les mammifères. Le vieillissement est appréhendé dans le cadre de la théorie évolutionnaire, donc avec l'idée d'une programmation de notre corps, qui vieillit de façon finalement voilà, programmée, et cette programmation, elle est inscrite dans l'évolution. Alors, au XXe siècle, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait plusieurs hypothèses qui se développent en biologie du vieillissement, plusieurs hypothèses concurrentes, notamment avec un clivage entre des fonctionnalistes et des évolutionnistes, et que ces hypothèses concurrentes, elles sont présentes jusqu'à aujourd'hui.
Le travail sur l'idée d'identifier des marqueurs de prédiction de la mort, en fait, il ne tranche pas nécessairement entre ces différentes hypothèses, mais il part de l'hypothèse clé en fait, de ce travail, c'est qu'à un moment donné dans notre existence, on rentre dans une période qu'on peut qualifier de mort, entendue au sens de processus, sans qu'il y ait nécessairement de pathologie associée, mais c'est comme si c'était un temps dans le temps de vie à partir duquel le corps enclenche quelque chose qui va aller vers la mort. Voilà. On peut évidemment se faire écraser par une voiture entre-temps, on peut contracter un cancer, mais pas nécessairement. Et la caractéristique de ces recherches, en fait, c'est que justement, elles visent à élaborer des biomarqueurs pour des personnes en bonne santé, qui ne sont pas hospitalisées, qui ne sont pas particulièrement, donc, qui n'ont pas de vie médicalisée. Alors, cette recherche spécifique de Michael Herrera, mais je sais qu'il y a d'autres biomarqueurs, elle part du constat de la perméabilité intestinale qui a pu être prouvée chez les drosophiles, donc ces petites mouches qui servent souvent de modèle animal aux biologistes. Elle a été aussi prouvée sur des poissons. Elle est en train de faire l'objet d'expérimentations chez des lémuriens, donc des tout petits mammifères et donc, voilà, de petit à petit, on se rapproche de l'être humain. Il y a d'autres expérimentations qui sont plutôt probantes sur la question du dysfonctionnement du sens olfactif. Et en tout cas, ce qui est clair, effectivement, c'est qu'à partir de là, ce que cherchent les biologistes, c'est à identifier un peu ce moment déclencheur où on rentrerait dans une sorte de programme voilà, où le corps, l'état du corps, la physiologie se dégrade vers la mort. Alors, à l'échelle des mouches, c'est quelques heures, les poissons, c'est quelques semaines, les microcèbes, etc. Et donc, les projections actuelles de ces biologistes, c'est que pour les êtres humains, c'est une projection, hein, ça n'a pas été prouvé, je tiens à le souligner, ça serait quelque chose qui irait un modèle de prédiction sur 5 à 7 ans. Donc, ça reste assez vague, mais en même temps, ça introduit quand même une évaluation quantitative. Voilà. Et on en est à un stade de la réflexion en biologie du vieillissement où on n'a pas fait d'expérimentation sur les êtres humains. Vous imaginez bien que de toute façon c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Mais où on a quand même avancé sur les modèles animaux classiques qui servent à établir un certain nombre de résultats théoriques assez loin sur un certain nombre de modèles animaux. Donc il n'est pas du tout aberrant de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à prouver que c'était aussi vrai sur les êtres humains. Et en ce sens, il me semble effectivement qu'il est utile d'avoir une réflexion qui est donc encore une fois prospective sur que ferait-on, comment, voilà, à la fois en tant qu'individu et que société, si nous disposions de la possibilité de prédire la mort d'un individu en dehors d'un contexte pathologique grave, incurable, je reprends à dessein les termes, la terminologie médicale de fin de vie, au sens où les équipes cliniques entendent ces termes, c'est-à-dire quand il y a un pronostic vital engagé à court ou moyen terme dans le cadre de l'évolution d'une maladie ou d'un accident. Et cette question, elle est prospective, mais elle n'est pas, pour le coup, de l'ordre de la science-fiction. Et je le dis d'autant plus que les biomarqueurs qui sont actuellement recherchés ne sont pas des choses qui seraient, qui pourraient aussi, finalement, être assez analogues à ce qu'on peut faire aujourd'hui en demandant, en tant que citoyen, son test ADN, en fait. Et donc, la question, c'est pas seulement, effectivement, de savoir comment on ferait si on était confronté à une annonce par un médecin, etc., mais aussi comment on ferait si ce test était disponible de façon accessible et payante dans la vie sociale. Alors, si on veut essayer de ce fait d'approfondir un peu cette idée de prédiction de survenue de la mort, il me semble qu'il y a plusieurs volets à la question. Un volet sociopolitique, un volet économique, je pense justement à cette possibilité de test, un volet clinique, qui demandent des enquêtes approfondies que je n'ai pas faites et qui sont à monter, et un volet expérientiel, au sens de l'expérience vécue des personnes, sur lequel je vais me concentrer maintenant. Alors, ce qui me semble, voilà, voilà, par rapport à ce volet expérientiel, en fait, je voudrais revenir sur quelques points. Tout d'abord, effectivement, insister sur la nécessité de dépasser le malaise qui peut exister à appréhender, à se confronter à l'idée pour aller vers une interrogation sur le sens qu'elle peut avoir, essayer de comprendre en quoi elle se rapproche ou elle diffère de ce que l'on va décrire souvent sous l'idée de conditions de mortels,
essayer de comprendre en quoi elle va se rapprocher ou si elle diffère de ce qu'on appelle l'anticipation de la mort, notamment en contexte médical. Donc essayer de cerner finalement exactement ce que veut dire cette dimension prédictive. Je ne suis pas du tout sûre d'être au bout de mon enquête, mais je vais vous donner quelques éléments actuels de ma réflexion. Alors, effectivement, premier point quand même sur lequel je pense qu'il ne faut pas passer et qui me semble vraiment fondamental, y compris après dans les thèses qu'on peut avoir envie de défendre ou les idées qu'on peut avoir envie de porter sur un plan normatif, c'est que cette idée d'une prédiction de la mort, elle peut susciter un certain malaise. Qu'il faudrait qualifier, moral, existentiel. Et je prendrai, juste pour illustrer ce malaise, enfin en tout cas pour évoquer ce malaise, une citation des Caractères de La Bruyère, mais j'aurais pu emprunter par ailleurs à d'autres auteurs, notamment à Nietzsche, quand il dit « Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est un indéfini dans le temps, qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle l'éternité. » Alors, effectivement, dans cette phrase, il y a quelque chose de tout à fait central et à mon avis qui est une part d'explication du malaise que peuvent ressentir au moins certains d'entre nous, sinon tout le monde, à appréhender cette idée d'une prédiction de sa propre mort. C'est le fait qu'on ne sait pas en fait quand on va mourir, et ça nous accompagne autant que la conscience de notre propre mort. Et c'est ce qui fait, alors je ne vais pas nécessairement lire toute cette citation de Claude Lévi-Strauss parce qu'elle est très longue, mais c'est ce qui fait que, à mon sens, ce que la philosophie, mais pas seulement, mais beaucoup la philosophie quand même, depuis dans le corpus depuis les présocratiques, a constamment repris cette question de la condition de mortel, ce qui est décrit, alors en l'occurrence Claude Lévi-Strauss, là je cite volontiers un anthropologue, mais ce qui a été beaucoup décrit à travers la condition de mortel, c'était que c'était un fait difficilement acceptable, et Claude Lévi-Strauss le met très bien en valeur dans la conclusion de L'homme nu, quand il finalement évoque un homme qui va être obligé à la fois de s'engager dans ses labeurs, ses peines, ses joies, etc., et en même temps avoir conscience que tout cela va disparaître et va sombrer dans l'oubli. Mais malgré tout, effectivement, donc, il y a cette difficulté qui a été mise très fortement en évidence, associée à la condition de mortel, mais cette condition de mortel, elle n'est pas nécessairement quelque chose qui est associé au savoir de sa propre mort. Et au contraire, beaucoup de philosophes ont insisté sur le fait qu'on ignore quand la mort surviendra, et c'est un élément tout aussi central que le fait de se savoir mortel. J'évoquerai plus tard. Voilà. Et donc, il me semble que même si on a tout un corpus de réflexion sur cette condition de mortel, elle ne nous permet pas d'appréhender de façon vraiment fine et bonne la question de la prédiction de la mort. Alors, à nouveau, du coup, il faut essayer de partir dans d'autres directions, malgré la richesse de ce corpus, et peut-être essayer d'approcher des éléments où l'on évoque l'anticipation de la mort. Alors, là encore, il me semble que, à notre époque, en tout cas, je dirais depuis les années 50, 60, notamment avec l'émergence de la réanimation, qui a suscité beaucoup d'enquêtes en contexte médical, on a des connaissances, sinon systématiques, en tout cas assez nombreuses, sur les prises en charge de fin de vie et des moments où, effectivement, éventuellement, parce que tout le monde ne souhaite pas le faire, des patients, des proches et des équipes cliniques sont amenés à évoquer de façon explicite et ouverte la perspective de la fin de vie et de l'anticiper. Alors, ça provoque un certain nombre de bouleversements dans le monde médical. On l'a bien vu avec toutes les discussions de ces 20 dernières années sur les lois de l'accompagnement de la fin de vie en France, mais c'est pas propre à la France. Et là, je voudrais évoquer un médecin américain qui s'appelle Atul Gawande, qui a publié en 2014 un ouvrage intitulé Being Mortal, Medicine and What Matters. D'ailleurs, j'ai fait une faute à la fin, là, in the end, pardon, excusez-moi, où il explique que des médecins de sa génération n'ont absolument pas été formés pour appréhender ce qui est devenu un fait relativement incontournable, en tout cas dans les sociétés occidentales, à savoir que entre 70 et 80% des personnes meurent à l'hôpital, et que donc ce sont des équipes cliniques, presque plus que les proches, qui sont au chevet de la personne quand elle est en fin de vie, et avant même l'épisode stricto sensu du décès, qui ont éventuellement à échanger avec cette personne. Voilà, donc il souligne l'impréparation et le passage effectivement extrêmement rapide en fait, ce changement social très, très marqué entre la fin de la Seconde Guerre mondiale
mondiale, et les années 80, 90, 2000, où finalement, non seulement maintenant on a une très forte majorité de personnes qui meurent à l'hôpital, mais l'éducation des médecins n'a pas nécessairement accompagné cette évolution des façons et des lieux, surtout, de la mort. Alors, malgré ce constat un peu désabusé d'Atul Gawande, qui appelle dans son livre en fait à une réforme des études médicales en profondeur sur cette question, on a quand même des éléments de réflexion. Alors, on a des contextes cliniques qui relèvent pas seulement des soins palliatifs et pas seulement pour les personnes âgées. Je pense notamment à la réanimation, à la cancérologie. Et je voudrais évoquer 2 points sur ce sujet. D'une part, en cancérologie, en citant une enquête de 2016 menée par Philippe Bataille et Sandrine Bretonnière, malgré la chronicité, l'idée que le cancer, ou en tout cas certaines formes de cancer, sont des formes de plus en plus chronicisées et qu'on devrait donc effectivement parler de maladies chroniques pour les cancers, ce que souligne cette enquête, c'est que les patients, ils ont encore extrêmement fortement l'idée que quand on leur annonce un cancer, on leur annonce effectivement une sentence de mort. Et que donc effectivement, en cancérologie notamment, on est amené à éventuellement aborder cette question de la mort et de quand est-ce que ça va se passer, etc. Et toujours en cancérologie, il y a un certain nombre aujourd'hui de tentatives et d'expérimentations dans les services de soins pour essayer de trouver des dispositifs d'échange et de parole, alors qui sont un peu sur une ligne de crête, puisqu'il ne s'agit pas de forcer les gens qui n'ont pas envie d'en parler à en parler, mais il s'agit d'ouvrir des portes à qui voudrait évoquer cette question. Et je pense notamment aux travaux qui sont menés par Madame Bouloc, donc à l'Institut Curie à l'heure actuelle, qui a conçu, en s'inspirant d'un formulaire qui existe en Australie, une sorte de petit livret de questions qu'elle distribue à leurs patients, de questions tout venant qu'on peut se poser, médicales ou extra-médicales, par rapport à l'anticipation de sa mort prochaine, et le fait de marquer en distribuant ce petit livret et en proposant éventuellement d'avoir des échanges à ce sujet, donc une forme de disponibilité de l'espace hospitalier hors entretien psychologique, pour avoir des échanges qui permettent aux patients d'anticiper, ou en tout cas de discuter de façon anticipée de la perspective de la mort. Donc on a un certain nombre de travaux sur ces points. Alors, on n'a pas de résultats qui permettraient de proposer des généralisations, mais ce qu'on constate, c'est que tout le monde, effectivement, n'a pas envie d'en parler, mais que certaines personnes ont envie de le faire, et qu'en tout cas, ce point devient de moins en moins, je dirais, tabou ou indiscuté dans les services de soins. Néanmoins, je pense que ces espaces où on commence à discuter d'une mort anticipée ne permettent pas de capturer encore la dimension prédictive qui est associée aux recherches en biologie du vieillissement dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Alors, si on essaye de capturer cette dimension prédictive de façon spécifique, on a, quels sont les béquilles ou les éléments de réflexion que j'ai pu trouver pour essayer de donner du contenu à cette idée. Eh bien, il me semble qu'il y a une analogie qu'on peut établir, qui est sans doute pertinente, même si elle n'est pas totalement satisfaisante, et qui est liée à l'annonce de diagnostic suite à un test en phase présymptomatique. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous savez qu'il y a aujourd'hui, quand elles sont associées à certains gènes spécifiques, des maladies qu'on peut diagnostiquer via un test génétique et avec lesquelles on peut obtenir un résultat certain. Je pense notamment à la maladie de Huntington ou à l'annonce de certaines myopathies, même s'il y a des formes frontières de maladie. Quand on identifie les éléments qui nous conduisent à la maladie de la myopathie de Duchenne, on est quand même quasiment sûr que la personne va avoir la myopathie de Duchenne. Donc, effectivement, la myopathie de Duchenne, aujourd'hui, on la diagnostique, elle est souvent déjà en route. Mais la maladie de Huntington, elle peut être diagnostiquée bien avant que les premiers symptômes ne se déclarent. Et si la personne va jusqu'au bout de la démarche de diagnostic, elle peut être amenée à vivre pendant des années avec cette idée qu'à un moment donné de sa vie, aux alentours de 30 ans, elle va devenir symptomatique et que son état de santé va progressivement se dégrader et mener à une issue fatale. Alors, ce qu'on a constaté
dans les enquêtes qui ont été faites, notamment en sociologie et en psychologie clinique dans ce domaine, c'est que les personnes en fait qui sont d'elles-mêmes ou via un médecin engagé dans cette démarche, elles entretiennent un rapport très complexe à la démarche. Elles peuvent l'entamer sans la finir. En fait, elles peuvent sortir en fait du parcours de diagnostic, et elles ont aussi un rapport complexe à l'annonce de résultats, avec l'idée qu'elles auraient peut-être dû ne pas savoir, ou si une fois qu'elles ont eu l'annonce du diagnostic, effectivement regretter même d'avoir fait le test. Ce n'est pas le cas de toutes, mais certaines attestent effectivement de cette difficulté à désormais vivre avec cette perspective. Et cela fait que les travaux qui ont commenté en fait ce rapport à des tests prédictifs en phase asymptomatique ont mis en avant, alors dans le domaine psychologique, l'idée qui a été énoncée par Donald Winnicott de connaissances inutiles. On aurait des connaissances, on peut avoir des connaissances, mais celles-ci ne sont pas toujours inutiles, ce qui est relativement, là aussi, pas nécessairement évident à appréhender. Dans le domaine de l'éthique et de la bioéthique, cette difficulté en fait à faire avec des connaissances prédictives, elle est notamment articulée autour de la question du droit de savoir et du droit de ne pas savoir. Et puis je dirais que les travaux que mène le collectif Ding Ding Dong autour du diagnostic de la maladie de Huntington, et notamment leur dernier ouvrage qui s'intitule Le chemin des possibles, pose la question tout à fait centrale qui ressort des témoignages des enquêtés dans ces enquêtes de sociologie ou de psychologie clinique, c'est comment fait-on pour maintenir l'avenir ouvert maintenant qu'on a ce test donc, qui nous prédit la survenue de la maladie et d'une maladie dégénérative qui va conduire à la mort. Alors, comment maintenir l'avenir ouvert? Des pistes sont données dans le chemin des possibles. Catherine Soljou est l'une des auteurs et une des membres de ce collectif Ding Ding Dong, et elle insiste beaucoup sur l'importance des conditions d'énonciation. Donc, et insiste aussi sur l'idée que cet énoncé en fait n'est pas juste une information qu'on délivre, mais quelque chose de très performatif qui va avoir un effet de clôture en fait sur la vie de la personne. Donc il y a vraiment une forte mise en garde quand même plutôt qui ressort de cette littérature en psychologie clinique et en sociologie sur le fait d'appréhender, de connaître le résultat de tests en phase asymptomatique. Alors, voilà, ça m'amène à mon dernier point. Si effectivement on va, on essaye de ressaisir ce que peut vouloir signifier pour l'individu la prédiction de survenue de sa propre mort, ce dont on se rend compte, enfin en tout cas moi pour l'instant c'est là où j'en suis dans ma réflexion, c'est que c'est quelque chose qui est différent de la condition de mortel. Je pense qu'on ne peut pas simplement s'appuyer sur toute la réflexion philosophique, très riche par ailleurs, sur cette condition. C'est aussi quelque chose qui est un petit peu différent, je pense, des contextes où l'on anticipe dans un espace clinique une fin prochaine parce qu'on n'a pas daté cette fin. Et il y a encore un espace, malgré tout, ouvert de discussion. La prédiction, elle a un effet couperet, elle a un effet effectivement de clôture de l'avenir possible. Alors, de ce point de vue, voilà, moi je voulais revenir un peu sur ma discipline aussi, pour essayer de voir comment elle peut être mobilisée dans cette réflexion prospective. Donc, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la philosophie, elle a énormément, c'est même un des éléments constitutifs de son corpus, abondé d'éléments de réflexion sur la condition de mortel à travers plusieurs questions. La légitimité du suicide est une question récurrente en philosophie, avec des positions pro et contra, mais aussi des figures, à commencer par Socrate, qui préfère se suicider plutôt que de renoncer à l'expression de ses idées et à sa liberté. La philosophie recèle aussi un certain nombre d'éléments de réflexion sur la condition humaine, le rapport à sa propre mort, et donc au point effectivement que quelqu'un comme Schopenhauer peut en faire une question structurante. Il dit dans le monde comme volonté, comme représentation, qu'il est peu probable que sans la mort on pût philosopher. Bon. Alors, sans doute, vous avez lu effectivement les essais de Montaigne, et cette idée que vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, et cette
voilà, la perspective qu'il développe dans les essais, qui est très riche d'une préparation à la mort, un certain nombre de considérations sur la vieillesse aussi. Voilà, ça constitue un tout dans lequel on peut puiser, mais cette phrase « vous êtes en la mort pendant que vous êtes en la vie », à partir du moment où on la resitue dans un contexte où on pourrait faire de la médecine, enfin pas de la médecine d'ailleurs, de la prédiction de survenue de la mort naturelle, elle prend une toute autre coloration que celle qu'elle avait quand Montaigne l'a écrit à la fin donc, des années 1500. Alors, on sait que la philosophie, elle est embarquée depuis plusieurs décennies, à travers ce corpus notamment, mais pas seulement, donc sur le suicide, sur le rapport à sa condition de mortel, par les questions de fin de vie, dans le contexte de la discussion éthique et législative sur les demandes d'assistance en vue de mourir. Sur un plan plus épistémologique, elle est aussi embarquée par les questions de la définition de la mort, dont je vous ai rappelé l'importance au début, et puis elle est embarquée par la question du sens et de la valeur de la vie dans les contextes de fin de vie. Mais en quoi est-elle embarquée par cette idée de prédiction de la mort ? Bien, comme j'ai essayé de le mettre en évidence, elle est certainement sur le plan conceptuel. Il s'agit de bien distinguer les choses et effectivement de faire un travail très classique de philosophie, d'analyse conceptuelle pour essayer de saisir l'idée de prédictibilité, de la portée qu'elle a et son sens. Mais elle est peut-être aussi embarquée pour discuter, en fait, de l'emploi par la communauté biologique ou médicale du terme de prédiction. Est-ce que c'est un terme qui est approprié ? Imaginons que ces recherches aboutissent, effectivement. Est-ce que le terme sera approprié ? Il a une dimension spectaculaire, dont il faut peut-être se défaire, je dis sans doute, effectivement, là. Il faudrait interroger la pertinence de la distinction entre prédiction et anticipation. Et puis, notamment sur la question de la certitude, et puis poser la question de façon frontale, si le marqueur est élaboré, il marque donc, c'est sa fonction, l'entrée dans une phase spécifique de la vie, et une entrée notamment dans une phase où on pourrait, si on suit les analyses du vécu lorsqu'on fait des tests génétiques en phase asymptomatique, on pourrait donc imaginer une existence qui serait seulement une vie vers la mort, une vie seulement orientée vers la perspective de sa propre mort. Et donc de ce point de vue, effectivement, on peut s'interroger à la fois individuellement mais aussi collectivement sur la manière d'instruire au mieux sur le plan normatif une telle perspective qui est donc encore une fois encore à ce stade pas réalisée, parce que finalement on ne sait pas bien ce qu'il convient de faire, y compris dans un contexte médical qui laisse une grande place au cas par cas, c'est le cas en France, et c'est même prévu par la législation pour un grand nombre de décisions, en matière d'annonce prédictive en contexte médical. C'est des choses qu'on ne sait pas encore bien gérer. La complexité de cette question, que faire en matière d'annonce prédictive en contexte médical, elle est encore accrue dans la question que je vous ai présentée par la possibilité éventuelle d'un recours à des tests en contexte extra-médical. Et même si, par exemple, pour le test ADN, c'est interdit en France, on sait très bien qu'on peut le faire au-delà des frontières. Et la question est à instruire sur le plan normatif parce qu'il n'y a pas de passage automatique d'un savoir à son usage. Imaginons effectivement que ce savoir soit disponible, qu'on puisse avoir accès à un marqueur de prédiction de survenue de la mort naturelle. On ne sait pas ce que vont en faire les équipes cliniques, dans quelle spécialité, est-ce qu'elles vont l'utiliser comme un outil de réflexion ou pas, et on ignore aussi comment une société, sur un plan juridique, socio-culturel, assurantiel, pourrait appréhender l'idée. Et de ce point de vue, même si jusqu'à maintenant, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai plutôt essayé de développer une réflexion philosophique qui donne des outils aux citoyens, je serais assez tentée de proposer une dimension assez normative aux propos, et notamment pour mettre au centre la question de l'avenir ouvert et de savoir s'il ne faut pas, d'une certaine manière, à tout prix, socialement, individuellement, conserver la possibilité d'un avenir ouvert, ou alors s'il faut apprendre à vivre avec un avenir incertain et prévisible. Je me permets de citer ce propos de Nietzsche extrait du Gai Savoir, notre condition anthropologique fait qu'il est meilleur pour nous
d'ignorer l'avenir. Voilà. Et donc, pour moi, vraiment, c'est la question tout à fait centrale. Est-ce qu'on doit maintenir, par rapport à la mort, à tout prix cette ignorance, ou peut-on faire autrement? Voilà. Et je pense que, au-delà de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, sur la question voilà, de ce marqueur qui introduirait, s'il était élaboré de bout en bout pour les êtres humains, une sorte de temps processuel vers le moment du décès dans l'évolution de la vie humaine, la question de cet avenir ouvert, de toute façon, elle a un sens extrêmement élargi aujourd'hui dans les contextes sociodémographiques et médicaux qui sont les nôtres, puisqu'on a effectivement aujourd'hui affaire à des sociétés où il y a de longues vieillesses, des maladies chroniques et dégénératives dans lesquelles aussi les personnes, grâce au traitement dont ils bénéficient, vieillissent, et où cette question de la mort peut être tout à fait aussi prégnante, mais pas sur le mode de la prévision. Donc voilà, je terminerai sur ce questionnement éclairé par la question de Nietzsche. Doit-on maintenir à tout prix cette ignorance, ou peut-on faire autrement sur un plan social, anthropologique, personnel? Voilà. Et